toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Je suis ravie de vous retrouver. Au sommaire de cette émission, on ouvre comme toujours avec notre focus. Parce que bien utiliser les écrans, ça s'apprend en famille et au jour le jour. Le Clémy vous propose un nouvel épisode de sa série La famille tout écran. Et puis pour notre sujet du jour, on va parler de réseaux sociaux et surtout d'une question qui divise. Faut-il interdire les réseaux sociaux aux adolescents de moins de 15 ans? Une mesure forte portée par le gouvernement. Mais derrière cette promesse de protection, des obstacles juridiques, techniques et même éducatifs. Peut-on vraiment empêcher les jeunes d'y accéder? Est-ce efficace ou totalement contournable comme mesure? Et surtout, est-ce qu'on doit interdire ou plutôt apprendre à s'en servir? On en parle avec notre invitée du jour, Tania Petlin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences et experte en droit du numérique à l'Université de Poitiers. On va parler de tout ça ensemble dans un instant, mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Focus aujourd'hui sur une utilisation saine et maîtrisée du numérique dans les foyers. C'est avec notre partenaire Le Clémy et sa série La famille tout écran. Je vous laisse profiter de votre nouvel épisode. Vous êtes prêts les enfants? Je fais chauffer le moteur de recherche. Pour un point, cette information est-elle une fake news ou non? L'homme n'a jamais marché sur la Lune. On a trouvé! Fake news, c'est faux. C'était en 1969. Un point pour la team enfant. À vous. On a retrouvé des requins aspirés par une tornade aux États-Unis. Fake news ou pas? Je viens de voir ça sur un site qui recense les fake news, donc fake news. Un point pour la team parents. Pour un point, papa a-t-il tout fait pour cacher à maman qu'il avait rayé sa voiture? Chérie, c'est facile. Je vais aller vérifier sur notre compte bancaire en ligne. Je suis sûre que si votre père avait cassé quelque chose et qu'il avait voulu me le cacher, il n'aurait jamais utilisé notre carte bleue. N'est-ce pas, chérie? Bon, ok, je te l'ai pas dit. Voilà. Bon, allez, je vous invite au resto, ok? Je l'ai appelé pour réserver, moi. Bien joué, les enfants. On a gagné un resto. Quand on voit une news, rien ne dit qu'elle est vraie. Il faut toujours vérifier la source et chercher plus d'infos sur d'autres sites internet. Fake news ou pas? Pour un point. Tablette est-elle amoureuse de télé? Fake news. Elle assume. Allez, sur un tout autre sujet, on va parler de l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Un sujet dont on a beaucoup parlé au cours des derniers mois et puis il s'est fait un petit peu plus discret, ce sujet. Pourtant, en coulisses, le débat continue et il est loin d'être tranché parce qu'entre le droit français, le cadre européen, les enjeux de protection des mineurs et la réalité des usages, la question est beaucoup plus complexe qu'elle n'en a l'air. Alors, pour y voir plus clair, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir une spécialiste du droit qui travaille précisément sur ces questions. C'est tout de suite dans le talk. Et cette spécialiste, c'est Tania Petlin, maître de conférences à l'Université de Poitiers et experte en droit du numérique. Alors, je le disais, Tania, cette interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans, on en a beaucoup parlé dans les médias au cours des derniers mois, on en a beaucoup parlé aussi dans cette émission. Et puis, le projet, il est un petit peu sorti, j'ai envie de dire, des radars médiatiques. Alors, peut-être qu'on peut commencer par rappeler les faits. Autrement dit, que dit le droit aujourd'hui en la matière? Que prévoyait ce projet? Et surtout, où est-ce qu'on en est aujourd'hui en avril 2026? Alors, que dit le droit actuellement sur la question dans un cadre global? Peut-être on va revenir sur ce point. On a aujourd'hui des règles au niveau de l'Union européenne qui encadrent les obligations des plateformes en ligne, parmi lesquelles on compte les réseaux sociaux, à l'égard des mineurs. Mais dans ce cadre européen, il n'y a pas d'interdiction d'accès aux réseaux sociaux. Et donc, on est ici à un stade où cette interdiction vient plutôt du législateur national en France. Alors, où on en est? Il y avait d'abord une première version de proposition de loi qui a été adoptée à l'Assemblée nationale fin janvier, que vous avez sans doute vu déjà, et qui prévoit une interdiction globale des réseaux sociaux aux mineurs.
Alors, ça peut sembler étrange, pourquoi on a interdit les réseaux sociaux aux mineurs, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que les mineurs vont subir des sanctions s'ils accèdent aux réseaux sociaux? Alors, c'est plutôt obliger les fournisseurs de réseaux sociaux de prévoir des mesures de vérification de l'âge et des mesures de restriction d'accès des mineurs de moins de 15 ans, c'est les limites de 15 ans, d'accès à ces réseaux sociaux. Donc ça, c'était peut-être la première étape à cette échelle très courte. Et la deuxième étape, c'était le vote de cette même proposition de loi au Sénat. Alors en principe, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent voter une loi dans des mêmes termes, mais il y avait des amendements au Sénat et surtout un amendement assez important concernant la restriction, la régulation d'accès aux réseaux sociaux. Dans la version du Sénat, une telle interdiction s'appliquerait uniquement aux réseaux sociaux dont les fonctionnalités nuisent à l'épanouissement physique, mental et moral des mineurs. Et pour les autres réseaux sociaux, une autorisation parentale serait exigée pour les mineurs, pour les enfants de moins de 15 ans. Donc voilà où on en est. Et maintenant, donc, pour que cette mesure puisse devenir applicable et entrer en vigueur, il faut que les députés et les sénateurs se mettent d'accord sur une version commune. Avec les mêmes termes. Avec les mêmes termes, avec les mêmes... Avec les mêmes ambitions, exactement. Ouais. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà eu une loi en 2023 sur un sujet qui est sensiblement le même, et pourtant, elle n'est jamais entrée réellement en application. Oui, cette loi était intitulée la loi sur la majorité numérique. Mais en réalité, elle n'avait pas vraiment pour but de prévoir une majorité numérique au sens où on pourrait l'entendre, comme la majorité à 18 ans, les mineurs peuvent agir seuls. Ce n'était pas vraiment l'objectif de la loi. C'était un objectif qui était très proche de celle qu'on voit actuellement. Donc, il s'agissait d'imposer aux fournisseurs de réseaux sociaux la mise en place de mesures de contrôle d'âge conforme à un référentiel élaboré par l'ARCOM, qui est donc le régulateur des communications électroniques en France. Alors pourquoi cette loi n'est jamais entrée en vigueur? Il y avait certaines autres dispositions aussi sur la gestion du temps, sur l'information. Mais pourquoi elle n'est jamais entrée en vigueur sur cette question de la limite d'âge pour accéder seul aux réseaux sociaux? Alors, une petite parenthèse, donc avant 15 ans, ce que cette loi prévoyait de 2023, ce n'était pas une interdiction, mais l'exigence de l'autorisation parentale. Ce qui est différent et qui est plutôt raisonnable de prévoir, oui, une exigence d'autorisation parentale avant 15 ans. Et donc, si on passe maintenant à ces obstacles qui ont fait que la loi n'a jamais pu entrer en vigueur, donc c'est plutôt au niveau du droit de l'Union européenne. Donc avec un cadre qui existe déjà et qui prévoit les obligations qui sont imposées aux fournisseurs de plateformes en ligne, aux fournisseurs de certains services numériques. C'est un cadre harmonisé. Parmi ces obligations, on a déjà des obligations à l'égard des mineurs, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Et dans ce cadre, les États membres ne doivent pas prévoir des obligations supplémentaires. Ce qui veut dire que finalement, l'Europe prévaut sur les différentes nations. Alors, l'Europe prévaut dans le cadre harmonisé. Donc là, on est dans un cadre harmonisé. Et ceci, le but de ces règles est de permettre notamment la libre prestation des services numériques au sein de l'ensemble de l'Union européenne. Donc, il y a toute une procédure qui doit être mise en place. Les États membres doivent notifier les règles qui pourraient restreindre la prestation de services. Parce que pour un prestataire de service, c'est bien comme ça que ceci est perçu comme un obstacle. Il va falloir mettre en place des mesures de vérification de l'âge. Et donc ça, le bon cadre, c'est plutôt le cadre de l'Union européenne. Et là, justement, c'était ça le principal obstacle, en plus d'un obstacle plutôt, d'un problème plutôt de procédure, de délai de notification de cette nouvelle loi. Mais il y a effectivement le problème de conformité au droit de l'Union européenne. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on va se confronter à ce même obstacle avec la loi qui est en cours? Alors,
Grande pas question. pas de réponse certaine encore. Selon le gouvernement français, selon les parlementaires qui ont avancé cette loi, que ce soit à l'Assemblée nationale ou lors des discussions au Sénat, ou encore selon certaines déclarations des porte-parole de la Commission européenne, il semblerait que les choses ont quand même un peu changé. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui est mis en avant? Premièrement, donc, le cadre juridique est toujours le même. Donc, c'est le règlement sur les services numériques au niveau de l'Union européenne, le DSA, Digital Services Act, qui prévoit l'obligation pour les fournisseurs de plateformes en ligne de mettre en place des mesures appropriées et proportionnées pour protéger la sécurité, la sûreté et la vie privée des mineurs en ligne. En continuité avec cet article, la Commission européenne a adopté les lignes directrices, un document assez long, d'une 30aine de pages, où elle précise son interprétation de cette obligation. Donc, quelles pourraient être les mesures appropriées et proportionnées? Alors, elle dit clairement, il faut toujours apprécier les risques qui sont présents sur une plateforme, mais parmi ces mesures, elle évoque aussi des mesures de vérification de l'âge ou de l'estimation de l'âge qu'elle distingue, et même, elle prévoit la possibilité, dans certains cas, de prévoir des restrictions d'accès. Alors, dans quel cas il est possible de prévoir les restrictions d'accès? On peut citer les exemples classiques qu'on comprend très bien, où la restriction d'accès est plutôt de 18 ans. On a déjà vu le cas des sites pornographiques, le cas de sites de vente d'alcool, de tabac, etc. Donc, ça c'est à peu près conforme dans l'ensemble des droits des États membres de l'Union européenne. Et dans ces lignes directrices, la Commission a prévu aussi une hypothèse supplémentaire selon laquelle les États membres pourraient prévoir des limites d'âge pour accéder à certains réseaux sociaux. Et donc, il semblerait que les législateurs nationaux pourraient s'appuyer sur ce point des lignes directrices. Alors, les lignes directrices, ce n'est pas un document contraignant, c'est plutôt la vision de la Commission sur ce point, mais ça a déjà une importance. Et donc, ça permettrait aux États de légiférer en théorie sur ce point. En théorie, je dis bien parce qu'il y a d'autres obstacles qui peuvent se poser. On comprend bien que du coup, on est encore dans un moment d'incertitude, mais est-ce que finalement, ça peut aller très vite? Est-ce qu'on peut voir la loi entrer en vigueur rapidement, ou est-ce qu'on peut s'attendre encore quand même à un petit peu de temps avant que tout ça puisse s'harmoniser? Alors, c'est difficile de prévoir et je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question, mais à mon avis, vu les incertitudes à la fois sur la conformité aux droits de l'Union européenne et aux droits fondamentaux de chacune des deux versions, parce que pour chacune, il y avait des points plus ou moins problématique, je veux dire la version de l'Assemblée nationale et la version du Sénat. Et vu le fait aussi que cette question est actuellement discutée au niveau de l'Union européenne également pour prévoir des âges numériques harmonisés au niveau de l'Union européenne, qui serait probablement une solution à privilégier, il n'est pas certain que cette loi puisse être adoptée très rapidement. Après, il est vrai que ce qui a été prévu, c'était que cette interdiction entre en vigueur dès septembre 2026, mais avec les modifications du texte au Sénat, c'est un petit peu ambitieux. Oui, c'est probablement encore un peu ambitieux, oui. Bon, on va continuer à parler de cette loi avec vous, Tania. Ça sera en seconde partie d'émission, mais d'abord, on prend une petite pause et on va faire un tour sur la planète tech. Et c'est justement ce qu'on trouve de mieux sur les réseaux sociaux et ailleurs. C'est la sélection de Dylan Kohler, c'est le ZapTech.
miss me? Do you love me? You don't miss me, you still love me. Do you miss me? Do you love me? You don't miss me, you still love me. Do you miss me? Do you love me? You don't miss me. You'll be alone. 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 This room. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de mon invité, avec qui on aborde en détail la proposition de loi, ou enfin plutôt la loi, qui devrait a priori passer, en tout cas on l'espère, sur l'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Et on continue à en parler tout de suite dans la seconde partie d'émission. Et cette invitée, bien évidemment, je n'ai pas changé en cours d'émission, c'est Tania Petlin, maître de conférence à l'Université de Poitiers et expert en droit du numérique. Alors Tania, jusque-là, on a été, j'ai envie de dire, assez factuel. Alors, on est rentré vraiment dans le détail, dans les détails de cette loi, de la loi précédente aussi de 2023. Et j'aimerais maintenant qu'on en vienne quelque part à ce qui serait votre point de vue sur le sujet en tant que spécialiste de ces questions. Quelle est votre opinion sur cette loi? Est-ce que, et j'entends vraiment au sens uniquement de, est-ce que c'est une bonne idée sur le papier? On parlera ultérieurement des problématiques autour de la mise en place technique de cette loi. Oui, alors les enjeux derrière cette interdiction sont complexes. Une interdiction peut sembler dans l'urgence une solution simple parce qu'effectivement les effets délétères des réseaux sociaux sur les mineurs ont été amplement étudiés et existent effectivement, mais d'un autre côté, les réseaux sociaux n'ont pas que des impacts négatifs sur les mineurs, sont aussi les lieux de socialisation, les lieux d'apprentissage, d'accès à l'information, à la culture. Et donc, c'est quelque chose dont il faut tenir compte aussi lorsqu'on soulève cette question de l'interdiction des réseaux sociaux. Donc, toute cette complexité des enjeux derrière une telle interdiction. Et ce qu'on soulève souvent, c'est que c'est plutôt le modèle des réseaux sociaux qui sont actuellement accessibles aux mineurs qui pose problème, plus que les réseaux sociaux en soi. Et si les fournisseurs de réseaux sociaux mettaient en place des mesures recommandées, et je pourrais dire imposées par le règlement sur les services numériques et précisées dans les lignes directrices de la Commission, on pourrait avoir quelque chose qui serait plutôt favorable, beaucoup plus vertueux aux jeunes enfants, oui, même aux enfants plus jeunes. Donc ça, c'est peut-être le premier point. Le deuxième point, c'est la question d'une interdiction pure et simple. Il y a plusieurs modalités qui pourraient être mises en place. Alors, on le voit déjà avec les deux versions, la version de l'Assemblée nationale et la version du Sénat. Devant l'Assemblée nationale, ce qui a été voté a été une interdiction pure et simple pour l'ensemble des réseaux sociaux. Au Sénat, donc, cette interdiction pure et simple se limiterait à ceux qui, finalement, c'est pas formulé de cette manière, mais ne serait pas conforme à cette exigence déjà du règlement de service sur les services numériques. Et pour les autres réseaux sociaux, on exigerait plutôt, certes, ça imposerait une vérification de l'âge, mais plutôt une autorisation parentale avant l'âge de 15 ans.
Et justement, sur cette question, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans la loi qui est proposée, les parents, finalement, n'ont plus leur mot à dire, c'est-à-dire qu'en dessous de 15 ans, c'est une interdiction pure et dure. Ça, c'est cohérent, selon vous, de retirer cette responsabilité aux parents ? Alors, ça peut être problématique. Déjà, en principe, les parents, dans le cadre de leur, alors on dit autorité parentale, on pourrait dire responsabilité parentale, doivent suivre le développement de leur enfant, le surveiller, l'éduquer. Donc, cet accompagnement, déjà d'un point de vue juridique, est prévu dans le code civil, dans notre cadre juridique, tout en reconnaissant une certaine autonomie aux mineurs et l'obligation de l'associer aussi à toutes ces décisions. Concrètement aussi, ce qui est important, c'est que les mineurs apprennent à utiliser les réseaux sociaux. Certes, on a l'école, mais les parents ont un rôle important aussi dans ce cadre. Il est important que les parents puissent être présents lors de la première ouverture d'un compte sur un réseau social, lors du paramétrage, de l'accompagner ces premières années, je dirais même, de l'utilisation d'un réseau social. Et donc, si on prévoit une interdiction avant 15 ans, et puis la possibilité d'ouvrir un compte pour un mineur tout seul, ce manque de transition pourrait être problématique. Oui, parce qu'en fait, finalement, en éliminant la partie parents de cette éducation, on ne peut pas prétendre à protéger un mineur si on les exclut, les parents. Oui, effectivement, je pense que c'est important que les parents soient associés. Alors, ce qui a été mis un peu en avant, c'était les inégalités, des inégalités sociales sur ce point, mais en réalité, une interdiction pourrait avoir les conséquences encore plus problématiques, puisque ici, tous les enfants accéderaient seuls à partir de 15 ans si ils ne contournaient pas les mesures techniques, les mesures mises en place avant. Et ça, c'est peut-être le troisième point que je soulèverais qui me semble un peu problématique dans ce cadre légal. Donc certes, les mesures de vérification et d'estimation d'âge sont importantes lorsqu'elles sont conformes à l'ensemble des règles, mais sont importantes puisque le fournisseur de réseau social doit savoir qu'il a face à lui un enfant qu'il faut protéger. Exactement. Mais le problème avec ces mesures est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de mesures tout à fait fiables, même si plusieurs projets sont en cours. Et on peut se nourrir un peu aussi de l'expérience australienne, où cette interdiction a déjà été mise en place. Et, ça ne fonctionne pas si bien que ça. Exactement. Aujourd'hui, donc, c'est les premières études commencent à être publiées, et un pourcentage très important des mineurs a toujours accès aux réseaux sociaux, soit en contournant des mesures d'estimation d'âge, soit avec la complicité des parents qui ne voulaient pas que supprimer le compte de leur mineur. Et là, je vois aussi là, cette fois-ci plus pour le cadre européen, un danger réel de conséquences d'une telle interdiction sur papier et de contournement de ces mineurs de ces mesures par les mineurs qui se présenteraient en tant qu'étant plus âgés qu'ils le sont. Et donc, dans ce cas-là, le réseau social n'aurait pas vraiment connaissance de leur âge réel, ou bien on pourrait dire qu'il n'a pas connaissance de leur âge réel et ne pas appliquer l'ensemble de mesures qui visent justement à les protéger face à leur vulnérabilité spécifique liée à leur âge. Et puis, bien évidemment, il y a aussi la question des parents qui potentiellement peuvent être eux aussi exclus du coup de ce contournement, c'est-à-dire un adolescent qui déciderait tout seul de s'inscrire en passant par exemple, je pense au VPN, c'est cet outil qui permet justement de changer la localisation de son appareil, par exemple son téléphone ou quoi que ce soit, et de se connecter a priori d'un pays étranger et donc de contourner la loi. Ça voudrait dire que ces jeunes-là, en n'en parlant pas à leurs parents, parce qu'aussi ils auraient peur peut-être de ne pas rentrer dans le cadre de la loi, se retrouveraient seuls aussi sur Internet, beaucoup plus qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et ça pose aussi un véritable problème. Oui, exactement, parce qu'ils se croiraient être dans l'illégalité en quelque sorte, en contournant ces règles. Et ça pose effectivement des problèmes, des problèmes supplémentaires. Alors, on en arrive au moment où on va évoquer ensemble le fait que vous êtes aussi coordinatrice scientifique d'un projet, le projet Enumine.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer juste en quelques mots de quoi il s'agit, avant Oui. que je vous pose quelques questions? Alors, il s'agit d'un projet de recherche collaboratif et interdisciplinaire financé par l'Agence nationale de la recherche, donc ANR, qui est coordonné. Je suis coordinatrice scientifique à l'Université de Poitiers, mais qui ressemble à deux laboratoires de l'Université de Poitiers et un laboratoire de l'Université Paris 8. Donc, c'est un projet qui est intitulé « Encadrer les pratiques numériques des mineurs », une recherche centrée sur une recherche interdisciplinaire centrée sur l'autonomisation des mineurs. Et donc, l'autonomisation des mineurs est bien au centre de notre projet. Donc, on s'intéresse à la fois à l'évolution du cadre juridique, mais également à travers d'autres disciplines, à l'impact de ces nouvelles règles sur les mineurs, à leur perception de leurs nouveaux droits, à la perception par les parents aussi de ces nouveaux droits. Donc là, on est plutôt dans les sciences de l'information et de la communication, et c'est la partie dont est responsable ma collègue Sophie Gell de l'Université Paris 8, laboratoire CEMTI. Et il y a une autre dimension en sciences de gestion où nous nous intéressons à la manière dont les entreprises du numérique mettent en place leurs nouvelles obligations. Et donc cette partie est plutôt menée par Inès Delaville, qui est professeure au CEREJ, laboratoire CEREJ de l'Université de Poitiers. Donc on a vraiment cette vision, ne pas seulement s'intéresser au droit, mais aussi à l'impact de ces nouvelles règles, à la fois sur les mineurs, concrètement sur les terrains, et sur les entreprises, ce qui est réellement fait dans les entreprises. Et donc là, vous y travaillez actuellement et on aura les conclusions d'ici quelques mois, j'imagine. Oui, alors on a des conclusions partielles tout au long. On s'est beaucoup intéressé à l'interdiction, à la complexité des enjeux aussi derrière l'interdiction des réseaux sociaux aux mineurs, effectivement. Et donc on l'a dit, vous avez plutôt une approche d'autonomie progressive, hein, ce sont vos termes pour les mineurs. Qu'est-ce que vous entendez par là et surtout à quel âge est-ce qu'on peut commencer, selon vous, l'apprentissage ? Alors aujourd'hui, on considère que cet apprentissage numérique doit commencer très tôt, hein, dès l'école primaire, et donc c'est intégré en principe dans les programmes scolaires. La question de l'âge, vous m'avez posé aussi la question de l'âge. Donc, tout dépend de l'outil numérique, de la pratique numérique, et tout dépend aussi de la maturité du mineur. Donc, pendant un temps, on évoquait une question de la majorité numérique. On a parlé de la loi sur la majorité numérique. On évoque parfois la question de la majorité numérique en France à l'âge de 15 ans. Mais en réalité, on n'a pas vraiment de majorité numérique globale et il serait difficile de la déterminer. Certains droits numériques peuvent être exercés à l'âge de 15 ans. Pour l'instant, un mineur peut consentir seul au traitement de ses données personnelles dans le cadre des services de la société de l'information à l'âge de 15 ans. Donc ça, c'est dans le RGPD. Puis on a une autre règle qu'on trouve dans la loi. Il peut seul demander l'effacement de ses données personnelles. Le reste est beaucoup plus flou. En France, on se réfère souvent aux actes courants en droit, donc c'est quelque chose qui est connu en droit civil. On va dire qu'en fonction de la maturité, on va apprécier si le mineur peut faire seul un acte ou pas. Mais sur l'apprentissage numérique, oui, l'autonomisation, ça veut dire surtout on va assister sur l'accompagnement du mineur pendant toute cette période. Ce n'est pas une autonomie immédiate, alors même qu'il y a un décalage finalement entre ce que les mineurs vivent en ligne, où ils ont une grande autonomie de fait. Il faut trouver une solution juridique pour encadrer cette autonomie, non pas pour tout à fait les priver d'accès aux outils numériques, mais de les accompagner. Et ce rôle d'accompagnement vient bien sûr à l'apprentissage à l'école, aux familles, aux parents,
mais aussi aux plateformes numériques qui doivent mettre en place des dispositifs qui permettent d'accompagner le mineur, qui permettent aux parents également de l'accompagner des outils des outils parentaux en ligne. Donc c'est vraiment, on a plusieurs acteurs qui vont aider à cette autonomisation progressive sans âge prédéfini, parce que tout dépend du contexte, de la maturité et puis des fonctionnalités des différents services numériques. Bon, on aura l'occasion, j'imagine, de vous retrouver sur ce plateau une fois que vous aurez toutes les conclusions de ce projet. Je le rappelle, le projet Enumine. Merci beaucoup, Tania Pételin, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes maître de conférence à l'Université de Poitiers et experte en droit du numérique. Merci aussi aux équipes en régie et à Lilian Brémond d'avoir produit cette émission. Et surtout, merci à vous. On se retrouve écoutez, dès lundi. Je vous souhaite un excellent week-end. D'ici là, portez-vous bien.